Eh bien, on va parler de la crise politico-militaire dans la région du Grand Lac. L'ouvrage est du professeur Silou Matondo, professeur ordinaire. Et sur ce plateau, son assistant Mbambi Montana Joshua. Bienvenue. Bienvenue, merci pour l'invitation. Je crois que je suis très heureux d'être sur votre plateau d'aujourd'hui pour parler de cet ouvrage combien importantissime, cet ouvrage, comme vous l'avez si bien dit, la crise politico-militaire dans la région des Grands Lacs. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu en tout cas pour apporter votre éclairage. Alors, c'est quoi le contenu de cet ouvrage? Ça pose les diagnostics, ça relate les problèmes qu'il y a dans la région des Grands Lacs, ça apporte des pistes, des solutions. C'est une espèce de cure pour les Grands Lacs. En fait, d'abord, l'ouvrage qui porte sur la crise politico-militaire dans la région des Grands Lacs, vous avez un sous-thème violation des droits de l'homme, mais aussi instauration d'une paix durable en République démocratique du Congo de 1997 à 2005. Ça s'inscrit comme étant une thérapie. En fait, le professeur ordinaire Silou Matondo, en mettant en place cet ouvrage, c'est beaucoup plus penché, il ne s'est pas seulement penché sur le fait de décrire l'histoire, parce que l'histoire, nous la connaissons tous, peut-être il y a d'autres qui n'en savent pas trop de ce qu'est la crise politico-militaire dans la région des Grands Lacs, parce que c'est une crise à multiples facettes. Comme nous l'avons dit, c'est à la fois une crise politique, mais aussi militaire, mais sans oublier l'aspect économique qui entre en ligne de mire. Alors, le professeur dans cet ouvrage, il s'est beaucoup plus apaisanti sur ce qu'a été ou sur ce qui se passe dans cette région. Et cette région a été longtemps déstabilisée par de nombreuses crises, que ce soit les crises militaires, entre autres, si on peut rentrer en arrière, à partir de la chute du président Mobutu, avec l'entrée de l'AFDEL. C'est la question à poser directement pour avancer. Est-ce que le professeur Silou ne s'est pas trompé quand il a délimité le temps 97-2005? Et pourtant, ça a commencé depuis 1994 avec les génocides rwandais. Okay. Et ça se poursuit, ça fait 3 décennies pratiquement. Pourquoi les professeurs pensent que cette crise a commencé avec l'entrée des musées et s'est terminée en 2005, je ne sais même pas pourquoi 2005. Est-ce que c'est parce que on a quitté Sun City avant de mettre en place notre constitution de 2006? Okay. Qu'est-ce qui justifie ce timing de 97 à 2005? Bon, en fait, le problème, c'est qu'il y a bien d'auteurs qui en ont parlé. La crise sous multiples facettes. Il y a d'autres qui ont évoqué, pas le même titre, mais ils ont quand même présenté la crise politico-militaire sous une autre forme ou encore sous d'autres thèmes ou sous d'autres titres. Mais le professeur a voulu seulement s'est limité dans cette facette parce que d'autres personnes ont eu à explorer d'autres pistes. Ils ne voulaient pas aller dans le même sens, dans le même ordre d'idées que d'autres auteurs. C'est pourquoi il s'est limité dans qu'est-ce que j'ai dit? C'est pourquoi il a préféré de limiter, et c'est là, tenant compte des éléments mis à sa disposition. Vous savez, en tant que chercheur, il est question de puiser les informations auxquelles vous avez la facilité de pouvoir vous en procurer que de chercher à vous embrayer dans un champ un peu plus compliqué. Donc, alors, partons de 97 avec l'entrée des musées, oui. Jusqu'en 2005. Quels sont les faits marquants que le professeur a mentionné dans son ouvrage concernant les Grands Lacs? Et les Grands Lacs, ce n'est pas que la RDC. Effectivement. Bon, le fait marquant, c'était d'abord la guerre qui a éclaté éventuellement à l'entrée des musées. Cette guerre a beaucoup plus déstabilisé les pays. C'est vrai qu'il fallait commencer à reconstruire le pays. Il fallait voir comment, parce que s'il faut le dire, hein, peut-être que nous étions encore tout gosses, moi principalement, mais il y avait beaucoup d'aspects qui ont impacté cette région des Grands Lacs. Comme vous l'avez dit, la région des Grands Lacs n'est pas seulement symbolisée par la partie RD congolaise, mais aussi il y a d'autres pays qui entrent en ligne de mire. Alors, dans son ouvrage, il a non seulement évoqué l'aspect lié
à la Est-ce guerre. qu'on saura voir l'ouverture de... La couverture plutôt de l'ouvrage. Ok. Puis comme ça, voilà. Ça, Donc, il n'a non seulement pas évoqué la chute du président Mobutu, mais aussi il a évoqué comment cette chute a paralysé ou encore a déstabilisé les pays. C'est par là d'ailleurs que je m'en vais tirer un extrait de son ouvrage qui d'ailleurs nous incite à beaucoup plus développer la paix parce que ce point n'est besoin de recourir aux armes aujourd'hui pour pouvoir conquérir les pouvoirs parce que c'est vrai, on peut recourir aux armes, mais la reconstruction du pays devient de plus en plus compliquée parce que là, il faudra mettre en place des mécanismes qui pourront maintenant permettre au pays de mieux évoluer. En dehors de l'aspect lié à la chute du président Mobutu de l'entrée de l'AFDEL, il y a aussi cette période de crise entre 2000, juste après la mort du président M. Laurent Désiré Kabila. En 2001. En 2001, et cette crise avec la multiplicité des groupes armés dans la partie est du pays, que ce soit à Kisangani, à Goma, avec la naissance du MLC, RCD, ainsi de suite. En fait, c'est cette naissance des multiples groupes rebelles, s'il faut le dire ainsi, ou des groupes qui ont déstabilisé les pays, ont donné quand même matière de réflexion au professeur ordinaire, bien que d'autres terres y a évoqué cela, mais il a voulu aussi donner des pistes de solutions pour pouvoir éviter, n'est-ce pas, à l'avenir, que cette crise ne puisse éclater pour pouvoir maintenant pérenniser les acquis, éventuellement les acquis démocratiques que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. L'ouvrage a été publié en quelle année déjà? Bon, l'ouvrage venait de sortir et je pense que c'est au mois de février que cet ouvrage a vu le jour, 2025. Oui, oui. Alors, dans cet ouvrage, comment le professeur définit, parce que moi je ne l'ai pas encore consulté en tout cas, définit Mouzé Kabila, qui est arrivé en 1997, comme libérateur. C'était une guerre de libération pour chasser celui qu'ils ont appelé dictateur Mobutu. Après 32 ans de règne sans partage, avec des chiffres parfois montés en Occident, il a autant de milliards. Bon, même si c'est vrai, après sa mort, on n'a pas vu ces milliards qu'on chantait matin, midi, soir. Comment est-ce que le professeur définit l'apport de Mouzé Kabila qui est venu avec cette libération? Bon, s'il faut, comme vous l'avez dit, s'il faut revoir au niveau de l'ouvrage, le professeur ne définit pas la personne que Mouzé, comme vous l'avez dit, comme état libérateur. C'est vrai que nous connaissons tous l'histoire. Mouzé Laurent Désiré Kabila est considéré comme c'est un libérateur parce qu'il était venu, d'une certaine manière, faire face à la dictature du président Mobutu, mais dans son ouvrage, le professeur ordinaire Ntilou Matondo définit Mouzé Laurent Désiré à la fois comme étant un libérateur, mais aussi une personne qui a influencé l'histoire de notre pays, notamment par sa libération, bien que nous connaissons toute l'histoire, qu'il a eu à pactiser au début avec le Rwandais, qui après sa prise du pouvoir s'est rendu compte que c'était effectivement une aberration, il devait se séparer, donc il est à la fois considéré comme étant un libérateur, mais on va beaucoup plus pencher sur l'aspect positif de ces derniers pour pouvoir montrer à la population congolaise l'image de cette personne combien important que nous appelons aujourd'hui héros, et puis aussi l'homme sur qui nous avons l'habitude de dire ne jamais trahir le Congo. Alors, pour ce qui est du Congo, même si vous parlez des Grands Lacs, pour ce qui est du Congo, de Lumumba, la déstabilisation, aujourd'hui, ça fait 30 ans. Mais quelles sont les vraies causes, en tout cas, que le professeur a mentionné dans son ouvrage? Nous savons que c'est le Rwanda qui a agressé la RDC, ça c'est connu. Mais avant d'arriver au Rwanda, qu'est-ce qui fait à ce que le Rwanda, à chaque fois, entre facilement chez nous, tue en toute impunité et puis il n'y a rien après? Bon, quelles sont les causes profondes, au-delà de cet aspect ou cette partie visible d'iceberg, parce que le problème, il est plus grand que ça. Effectivement. Bon, le problème ici, nous le disons sûrement tous les jours, le problème c'est aussi l'infiltration. Parce que c'est comme chez vous, avant qu'une personne ne puisse venir découvrir que vous avez un endroit où l'eau sointe, il faudrait que quelqu'un de l'intérieur puisse donner l'information
assez de l'extérieur pour savoir, au fait, ce qu'il y a chez vous. Donc, le problème, c'est aussi l'infiltration, parce que nous avons, à un certain moment dans l'histoire de notre pays, nous avons ouvert une brèche à ce que nous considérons aujourd'hui comme ce qui font du mal à notre pays. Nous allons le dire haut et fort. C'est le Rwanda, c'est bien connu. Et le problème, c'était aussi l'infiltration. Ça dit tellement nos services, ou la RDC, qu'est-ce que je dis, les services de notre pays ont été sérieusement infiltrés, et ce qui a posé problème. Mais en dehors de l'infiltration, il y a aussi la trahison, pure et simple. C'est-à-dire que l'homme congolais, que ce soit l'homme politique ou je ne sais pas moi qui, nous avions développé cette attitude-là de facilement trahir à coup de quelques billets de francs ou de dollars. En fait, c'est aussi ça le problème. En dehors de cet aspect, il y a aussi la mentalité. C'est comme ça que le professeur, dans son ouvrage, parce qu'il faut rappeler que c'est un sociologue, il est docteur en sociologie, il a l'habitude d'insister sur le mental de l'homme congolais. Il insiste beaucoup plus sur la psychologie de l'homme, c'est-à-dire la manière dont l'homme congolais doit se conduire. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons beau dire, mais si nous ne changeons pas nos mentalités, on va commencer à insister, à revenir sur les mêmes éléments. Nous allons crier beau et fort. On va commencer à dire non, effectivement, nous sommes agressés, mais si nous ne prenons pas en charge, et que nous ne nous disons pas que nous devons réellement changer ou apporter un changement sur le développement de notre pays. Quand je dis développement, c'est de manière intégrale. Mais si nous ne nous mettons pas au travail, pour d'abord commencer par travailler sur nous-mêmes, nous allons continuer à tourner en rond. Voilà. Vous êtes son assistant, alors dites-nous quelles sont les pistes finalement, parce que cette guerre, je rappelle que ça fait 30 ans que les envahisseurs sèment les chaos dans l'est du pays. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de plus de 10 millions de morts qui ont payé ces prix, alors que ces gens ne demandent que la paix. Alors, quelles sont les vraies pistes que le professeur propose, surtout qu'en ce moment ici, que une bonne partie de notre pays est entre les mains des Rwandais qui sèment terreur et désolation dans l'Est. Et on a ouvert des pourparlers à Doha, au Qatar. Ces pourparlers ont accouché d'une souris. L'Union africaine a nommé Gnassingbé Faure du Togo comme médiateur entre le Congo et le Rwanda, et vous avez la SADC et l'EAC qui ont aussi nommé 5 facilitateurs. En interne, vous avez les consultations qui ont été annoncées avec pompe. Finalement, c'est l'Union Sacrée qui a consulté l'Union Sacrée. On ne sait pas si ça va apporter quoi. Et puis, il y a ce pacte social des évêques qui crée aussi des polémiques après avoir dit que les Rwandais aussi ont financé la tournée de ces pères spirituels des Congolais. Finalement, pour le professeur, dans tout ça, je ne sais pas, dans cet ouvrage, qu'est-ce qu'il propose comme piste? Parce que même les pourparlers, les dialogues, on était à Sun City, qui pour moi était le pourparler le plus large possible, parce que même ceux qui transportaient les mallettes des rebelles ont eu des postes à Kinshasa. Mais ça n'a pas suffi. Les gens étaient à Kinshasa, l'esprit toujours dans l'Est. Et on sait ce qui s'est passé après Sun City. Ces groupes qui changent de nom selon les époques continuent à tuer dans l'Est du pays. Alors, dans son ouvrage, le professeur Ntsilu Matondo, comme piste de solution, plaide sur les renforcements de la souveraineté nationale. Ces renforcements, éventuellement, fait état du réforme, mais aussi de doter de l'armée des équipements adéquats pour pouvoir faire face à des éventualités, à des incursions éventuelles, mais aussi renforcer le contrôle au niveau des frontières. Vous savez, nos frontières ici... Mais vous dites que notre armée est infiltrée. Non, les présidents de la République n'essaient de le dire. Il y a eu des infiltrations. Mais comment vous allez renforcer une armée infiltrée? Non, c'est-à-dire on va renforcer la souveraineté nationale. Je parle du renforcement de la souveraineté nationale comme premier piste de solution. Mais dans ces renforcements de la souveraineté nationale, il faut équiper l'armée. Ok? S'il faudrait parler d'une réforme, c'est vrai que le président a initié des réformes au sein des différentes institutions, mais il faut aussi que cela soit impactant. Il faut réformer l'armée, il faut
équiper l'armée, il faut faire plus, il faut doter de l'armée des équipements adéquats pour pouvoir faire face aux incursions des ennemis, et renforcer les frontières, renforcer les contrôles dans nos différentes frontières, mais aussi il faut qu'il y ait un dialogue politique inclusif et franc. Vous savez, c'est vrai que nous sommes partis par plusieurs dialogues, on a eu à faire plusieurs accords, mais c'est comme vous l'avez évoqué ici, qui sûrement n'ont pas eu à satisfaire un certain nombre de Congolais ou ceux qui en voulaient, mais il faudrait pas que les dialogues, tout dialogue puisse nous amener à penser qu'il faudrait qu'il y ait partage du gâteau. Mais aussi, il faut, c'est vrai que le président est en train de mettre un accent particulier sur une diplomatie régionale et internationale. Ça, c'est très bien. Il faut aussi qu'il y ait un désarmement, mais aussi que la démobilisation et la démobilisation de plusieurs groupes armés dans la partie Est. Mais aussi, il faut lutter contre les causes économiques dits conflits. Ce sont là les éléments évoqués par le professeur Ntulu Matondo pour faire face à cette crise. Mais un autre aspect que j'ai failli oublier, c'est la mobilisation citoyenne, mais aussi de la société civile. Vous savez que face à toute agression, nous devons être unis, mais aussi il faut mobiliser pour que nous comprenions réellement le vrai problème qui gangrène notre pays, mais aussi la partie du Grand Lac. Voilà. Je vois là, vous êtes accompagné d'un recueil ou un autre ouvrage. Oui. Sur la photo, je vois l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, et son père certainement, il épaisse de la clandestinité à la prise de pouvoir. Alors, maintenant la question que vous posez par rapport à votre premier ouvrage, qui parle de la crise politico-militaire, comment est-ce que le professeur qui apparemment... Il est de l'IDPS, le professeur? Non, il n'est pas de l'IDPS. Non, il n'est pas de l'IDPS. C'est comme j'ai dit, c'est un sociologue, donc il a l'habitude d'étudier les faits sociaux. Et pourquoi ces petits bouquins accompagnent l'autre, peut-être chimie? J'allais faire un raccordement frauduleux, en tout cas. Non. En fait, c'est une deuxième édition. La première édition, c'était tout simplement intitulé l'IDPS. Il a à son actif plus de, si je dois en compter, aujourd'hui c'est 32 ouvrages. Le professeur Ordinaire a écrit 32 ouvrages, donc je peux rapidement vous faire la lecture, si vous me le permettez, avant de répondre à votre question. Allez-y. Vous avez ici, il a écrit, je prends les deux ouvrages ici, l'UDPS de la clandestinité à la prise du pouvoir, qui est à sa deuxième édition. Il a écrit la sociologie de la déviance, qui est apparu en 2024, la crise et résolution satanique au sein de l'église kimbanguiste, crime, déviance et justice internationale, introduction générale à l'étude du droit, parce que c'est aussi un acteur du droit, il est aussi docteur en droit, le recueil de principaux textes légaux et réglementaires sur l'enseignement supérieur en RDC, mariage et résolution des conflits d'héritage chez les Congo du Congo central, la théorie des apparences du criminel et du déviant, le droit constitutionnel, le droit administratif, grand système juridique contemporain, les droits civils et constitutionnels, les droits de la construction, éthique et déontologie de la fonction publique, résolution satanique, anthropologie du développement, anthropologie de la santé. Et voilà la crise politico-militaire. Donc je vais me limiter là pour... donc cet ouvrage accompagne, ce n'est pas, comme vous avez dit, un raccordement frauduleux. Non, le professeur Ordinaire n'est pas politicien, il n'est pas de l'IDPS, mais il est, comme tout Congolais, amoureux de surcroît sociologue, il aime écrire. C'est quelqu'un qui a l'habitude de s'intéresser aux faits sociaux. Il a l'idée d'écrire cet ouvrage UDPS de la clandestinité à la prise du pouvoir. Il a à retracer dans cet ouvrage le combat de l'IDPS, parce que nous sommes, sans oublier, l'IDPS est un parti influent de l'opposition datant, qui ont marqué l'histoire de la politique congolaise. Il a dans cet ouvrage, à retracer la genèse de ces partis jusqu'à sa prise de pouvoir aujourd'hui. À la tête, c'est le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est l'émanation de l'IDPS éventuellement, qui a pris les pouvoirs. C'est pourquoi nous avons jugé utile amener cet ouvrage, parce que nous allons éventuellement, cet ouvrage a été produit par, ou les deux ouvrages, a été produit par l'édition CRID. L'édition CRID est située à l'Institut supérieur de commerce de Matadi, où le professeur Ntulu Matondo est directeur général. C'est une édition de l'IEC
édition, un centre de recherche interdisciplinaire pour le développement qui produit des ouvrages à caractère scientifique, mais aussi d'autres portées. Donc, c'était un peu ça, mais il n'y a pas de raccordement. Alors maintenant, ma question. Oui, sorry, en tout cas, on passe. Merci pour la parenthèse et cet éclairage apporté. Ma question maintenant, par rapport à toutes ces pistes de solutions que vous dites, est-ce que comme citoyen congolais maintenant, là je pose la question à vous parce que le professeur n'est pas là, Okay. Je ne sais pas si vous êtes son porte-parole, l'assistant ne veut pas dire porte-parole en tout cas. Oh, oui. Alors, en tant que Congolais, vous-même, Yoshua Montana, assistant du professeur Silou, c'est ça? Oui, Silou Matondo. Voilà. Pensez-vous que le pouvoir actuel puisse nous amener sur ces pistes de solutions-là évoquées par le professeur dans son ouvrage? Bon, à titre personnel, c'est vrai que je suis assistant du professeur Odin Silou Matondo. Bon, ici aussi, je suis revêtu d'autres casquettes. C'est vrai que je suis chargé du numérique au sein de la direction générale de l'IEC Matadi. Donc, c'est pourquoi vous allez sûrement, de temps à autre, je solliciterai votre plateau, de temps à autre, pour pouvoir discuter d'autres questions. Alors, s'agissant de ces pistes ici, c'est vrai que le gouvernement actuel peut s'en approprier, parce que l'objectif ici, c'est de trouver une solution face peut s'en approprier, mais est-ce que déjà dans l'action? Oui, dans l'action. Je ne parle pas des promesses. Dans l'action, okay. Est-ce que vous remarquez certaines pistes correspondre à l'action effectivement, de l'actuel gouvernement? Effectivement. Par exemple, s'il faut parler de la mobilisation citoyenne, mais aussi de la société civile, je prends l'exemple de notre ministre de tutelle, la ministre, la professeure docteur Marie-Thérèse Sombo, qui est en train de faire des tournées, ça et là, dans l'objectif de mobiliser le corps, qui soit le corps académique, scientifique, mais aussi technique et ouvrier de l'ESI, pour pouvoir s'en approprier cette situation de crise auquel la RDC fait face. Donc, déjà, il y a un aspect évoqué dans cet ouvrage qui est le gouvernement actuel, parce que la ministre fait partie du gouvernement de son Excellence Judith Toulouka, donc ils s'en ont approprié. Donc, en dehors de la mobilisation citoyenne, il y a aussi le dialogue, mais moi j'estime, enfin c'est mon point de vue, j'estime qu'il faut beaucoup plus ouvrir la brèche pour permettre à ce que toutes les couches, quand je dis toutes les couches, je ne parle pas seulement des politiciens, parce que nous avons l'habitude dans notre pays, à chaque fois qu'il y a un petit problème, on a tendance à ouvrir, parce que moi j'aimerais pas qu'on parle des formations d'un gouvernement, j'aimerais qu'on commence d'abord par traiter les problèmes. Okay? Parce qu'il peut y avoir des frustrations. Moi, je trouve que ce n'est pas intéressant. Ce ne sont pas les frustrations qui peuvent amener tout un chacun à aller se rallier à la cause des rebelles pour trahir son pays. Non. Il est question ici de trouver une solution concrète face aux problèmes qui gangrènent notre pays. Parce que cette crise a multiples facettes, comme nous l'avons évoqué dans cet ouvrage. Alors, en dehors de la mobilisation, comme j'ai dit, en dehors d'un dialogue inclusif, il faut qu'on se parle, il faut que les Congolais se parlent sincèrement. Hein, se parler sincèrement ne dit pas qu'il faudrait qu'il y ait formation d'un gouvernement, il faudrait que nous puissions être à mesure de nous dire la vérité en face et trouver des solutions face aux problèmes qui s'imposent. Donc déjà, il y a des aspects qui semblent, déjà le premier, comme j'ai dit, la mobilisation, c'est déjà un élément évoqué dans l'ouvrage, qui est mis en pratique. On voit ça et là des ministres, et tant bien même que cela ne rêvait pas de leur émanation, mais en temps de crise ou en situation de crise, on est censé d'employer des méthodes drastiques pour pouvoir trouver des solutions. Dialoguer pour ne pas attendre des postes, ça risque de vous décevoir en tout cas, parce que les politiques congolais, nous les connaissons tous. Okay. Je crois que tous ceux qui ont été chez le professeur Révérende, vous les avez vus, comme nous autres, hein, partout, dans les médias, réseaux sociaux et tout. Je crois que ces gens rêvent que leur nom soit cité sur la chaîne nationale. Bon, c'est ça aussi. L'ordonnance présidentielle. Est-ce que ça va résoudre la crise? Je doute, ça c'est mon point de vue personnel. Je doute fort que ces gouvernements puissent résoudre la crise, ni encore moins pour parler de Doha ou encore cette affaire des évêques et des pasteurs des DCC. Dans tous les cas, les solutions pour le problème du Congo viendront des Congolais eux-mêmes, comme l'avait d'ailleurs dit Lumumba dans son testament, dans cette lettre qui doit être enseignée dans les universités. Vous ne le faites pas.
vous n'aidez pas les jeunes générations à comprendre ce qu'était Lumumba, son esprit, et pourquoi il a écrit ça avant de s'abandonner entre les mains de ses agresseurs qui l'ont dépiécé et plongé dans l'acide. Mais par contre, c'est toujours l'enseignement de l'Occident qui vous préoccupe à longueur des journées. Et professeur, je crois qu'il a montré l'exemple. Oui. En parlant de Lumumba aussi, oui. Il y a ouvrage. Lumumba aussi, parce que, en fait, les problèmes ici, c'est comme vous l'avez évoqué, le problème ici, c'est que nous devons nous approprier notre propre histoire. Nous ne devons pas beaucoup plus nous intéresser à l'histoire de... Aujourd'hui, les gens, je vais prendre, s'il faut parler de la mobilisation, on s'est plaint très souvent dans les médias sociaux, on dit, non, la guerre et tout. Regardez l'histoire de Charlie Hebdo, s'il faut citer cet exemple. Comment cela a pris de l'ampleur dans le monde. On a même vu des Congolais, hein, on a vu des Congolais. C'est aujourd'hui qu'on a tendance à voir, nous sommes en train de faire un lobbying sur notre propre histoire. Mais il est question aujourd'hui de nous approprier de notre histoire. On doit enseigner... Hein, en fait, nous devons nous imprégner de la situation des nos héros nationaux qui ont marqué l'histoire de notre pays. Ça doit être enseigné en lieu et place de parler de trop de Degoka, oui, c'est bien, mais nous devons nous revêtir de cette histoire. C'est très important. L'histoire de Kimbangu, par exemple, de Lumumba. En fait, ce sont des gens qui ont marqué l'histoire de ces pays, mais qui parfois, on n'en parle pas trop. Regardez dans le cours d'histoire, qu'ils soient des élèves de secondaire. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on évoque un chapitre qui parle de Lumumba? J'en doute fort. Même avec le système LMD, est-ce qu'on met un accent particulier sur les gens qui ont marqué l'histoire de notre pays? Nous avons Mamadou Ndala aujourd'hui qui tant bien même qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est quelqu'un qui s'est battu pour la libération de notre pays. On doit en parler. On ne doit pas avoir froid aux yeux pour en parler. Les Lumumba aujourd'hui. Est-ce qu'on a tendance même à... Kimpan Vital, les Simon Kimbangu, toutes ces personnalités qui étaient comme un don pour notre pays, sont dans les oubliettes. Par contre, vous parlez de Diego Cao et autres, tous ces aventuriers qui sont venus nous mener la vie dure ici chez nous. Et avec beaucoup de mensonges dans les ouvrages, mais vous les répétez comme ça aux enfants à longueur de journée. Malheureusement, c'est pourquoi nous, par moment, ça c'est un avis personnel, nous prenons aussi à ce qui est... nous devons revenir, comme le disait le président, nous devons revenir à l'authenticité, c'est-à-dire nous devons parler de notre propre histoire. C'est important que les générations futures puissent connaître l'histoire de notre pays. Au lieu de chercher d'abord à connaître l'histoire d'autres nations, c'est pas intéressant. C'est important pour nous de savoir que Lumumba a eu une histoire rocambolesque dans notre pays, que Kimbangu a marqué son temps dans notre pays, que Kimpa Vita et d'autres personnalités emblématiques qui ont marqué l'histoire de ces pays, et nous devons en parler en long et en large, en lieu et place de passer nos temps à parler des débats sur l'Occident et l'Orient. Donc c'est très important. Merci beaucoup Yoshua Montana Mbambi, assistant du professeur Silou Matondo. On parlait de son ouvrage, en tout cas, le plus récent, en tout cas, publié il y a juste 2 mois, La crise politico-militaire dans la région de Grand Lac, violation des droits de l'homme et instauration d'une paix durable en République démocratique du Congo. Il part de 1997 à 2005. Merci d'avoir été le nôtre pour cet éclairage. Vous reviendrez, c'est votre plateau pour d'autres questions. Merci beaucoup, je suis très heureux. J'allais juste, pour finir, parler de cet élément. En fait, cet ouvrage aussi, l'IDPS, parce que comme j'ai dit, c'est une 2e édition. Donc, cette édition vient de sortir, comme cet ouvrage, c'est sorti à la fin du mois de, qu'est-ce que je dis, au début du mois de mars. Donc, c'était, je crois, le 3, si j'ai bonne mémoire. Donc, cet ouvrage est disponible aux éditions des CRID. Vous pouvez vous en procurer. L'édition des CRID est située à l'Institut supérieur de commerce de Matadi, où le professeur Nancy Lumatondo est directeur général, avec tout ce qu'il est en train de réaliser comme innovation au sein de cet établissement d'enseignement supérieur situé à Matadi, dans la province du Congo central. Nous y reviendrons sûrement sur la plupart des réalisations, sûrement que vous avez nous en avons parlé la fois dernière lors de notre passage sur l'antenne de la radio et des Télé 50. Alors nous y reviendrons sûrement bientôt pour faire un peu le lobbying sur ce qui a été, mais aussi je profite de l'occasion, si vous me le permettez, de
Et très rapidement parler, là justement vous êtes en train de voir, il y a eu récemment l'inauguration parce que le professeur ordinaire dans sa vision managériale, il a toujours voulu doter l'IEC des infrastructures modernes. Là c'était les installations hygiéniques destinées aux étudiants. Vous voyez, c'est comme l'hôtel, mais ce sont les installations hygiéniques nouvellement construites en dehors du bâtiment 1+4, mais aussi du guest house Pimpa Neuf que le professeur ordinaire Ntulu Matondo, ensemble avec son comité de gestion, ils ont eu à mettre en place pour le bonheur des étudiants, mais aussi des apprenants de l'IEC Matadi, qui ne cesse d'aménager les efforts, mais il a besoin aussi des apports. J'espère que l'enseignement de qualité suit les bâtiments. Effectivement, c'est pourquoi celles ne suffisent pas. Hein. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons besoin de bailleurs de fonds qui peuvent accompagner, parce que la plupart de ces ouvrages ont été réalisés sur fonds propres de l'établissement. Je répète, la plupart de ces ouvrages ont été réalisés sur fonds propres de l'établissement. L'IEC a besoin de partenaires pour pouvoir s'agrandir. L'IEC a besoin de partenaires pour pouvoir donner le meilleur de soi-même afin de former la population congolaise, pour pouvoir la population du Congo central, mais aussi de Matadi en particulier. Merci beaucoup Yoshua Montana, merci d'avoir été les nôtres. Et merci à vous tous que vous avez suivi de partout à travers le monde. Je serai avec vous encore demain jeudi du 7 avril, pour parler autre chose. En attendant, très bientôt.